moment, dans cette dispute finale, agir les idées, penser l'action, discussion entre Camille et Yves, et je propose à Camille de lancer la discussion. Merci Rémi, et puis merci Yves. Grosse responsabilité de parler en premier dans ce cadre-là. Alors, je vais commencer moi sur un propos un peu général et donc une question assez ouverte que je vais poser à Yves. Enfin, un constat et une question. Le constat, c'est que, alors, dans ma propre intervention, j'ai beaucoup parlé du discours qu'il a traduit du judo et donc de sa vertu éducative et pédagogique. Et j'ai trouvé, moi, pour tout ce que j'ai entendu de ce colloque, que il y a eu une bonne illustration par l'exemple dans la mesure où les experts ont fait en sorte de nourrir les profanes d'une manière parfaitement pédagogique, c'est-à-dire en se sentant impressionnés par l'érudition, mais pas exclus par un débat de professionnels de la profession, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé, enfin personnellement, extrêmement appréciable. Le problème, enfin, c'est pas un problème, mais c'est intéressant, c'est que ça pose une question en retour, et qui est celle que je vais poser à Yves de manière très ouverte, c'est du coup comment s'inspirer en profane en évitant des choses qui vont faire tousser, si j'ose dire, en réponse à cette inspiration, les personnes qui sont expertes non seulement de la pratique du judo, euh, du cadre culturel dans lequel la vie de Kano, son œuvre et ce que le judo est devenu après s'inscrit, et voilà. Et à la fois, y compris les aspects plus sombres dont Patrick notamment nous a parlé, des gens qui connaissent à la fois comment dire, l'envers de l'histoire et le revers des médailles. Voilà. Comment on fait pour s'inspirer de ça sans faire tousser les gens qui connaissent tout ça quand on n'est pas un expert, un pro. Voilà. C'est une question un peu ouverte, mais je te la lance. Oui, bonjour à tous. Merci Camille. Donc, cette première question, je ne suis pas complètement sûr de ce vers quoi tu veux m'orienter. Moi, je dirais simplement que c'est quelque chose qu'on a déjà évoqué plusieurs fois, c'est-à-dire c'est un problème de posture. Et cette histoire de posture, c'est de savoir de quel point de vue on se situe. Donc, à partir de là, ça l'a été dit aussi plusieurs fois. Ça l'a été d'ailleurs dit aussi bien par des gens, donc des experts du judo, que par donc Sébastien Pesquet il y a un instant. C'est-à-dire que à partir du moment où on a une posture, on sait de quel point de vue on parle et qu'on fait preuve de modestie face à finalement à ce que l'autre peut savoir, peut avoir à dire, peut nous apprendre. Bien, je pense qu'à partir de là, tous les dialogues sont possibles sans rougir de nos insuffisances et sans justement nous enorgueillir de nos suffisances peut-être, justement à ce moment-là. D'accord, merci beaucoup pour cette première réponse. Alors, justement, enfin, dans les formes de prudence un petit peu qu'on peut avoir à ce niveau-là, moi, il y a une chose qui m'a particulièrement interpellé. Alors, je vais faire un c'est comme, comme Sébastien nous a déconseillé de le faire. Donc, je commence par dire ça. Mais c'est qu'il m'a semblé que l'héritage enfin, du judo de façon générale était confronté à un certain nombre de questions qu'on retrouve aussi dans deux domaines auxquels moi j'ai été amené à m'intéresser un petit peu, la question pédagogique et aussi la question, puisque je travaille avec des gens qui bossent sur ça à l'UNIL, la question religieuse. C'est-à-dire que la question, par exemple, faut-il attirer des adeptes à tout prix, même si c'est dans une posture un peu pub, un peu business, et qu'en fait, effectivement, on va faire ça le comble, mais c'est des gens qui viennent parce qu'ils sont dans l'idée que le chemin qu'on leur propose va leur permettre de perdre 3 kilos et pas de rentrer dans la voie d'une réflexion spirituelle là-dessus. C'est une question en sociologie des religions qui agite en fait beaucoup de communautés religieuses. La question de est-ce qu'une œuvre pédagogique, par exemple, risque pas d'être détournée pour devenir un business? C'est-à-dire, est-ce que si on fait ce que Bérengère Colli critique en parlant du montessorisme, c'est-à-dire qu'on met la tête de Maria Montessori sur des boîtes de jeux pour faire vendre des jeux de manipulation dans des, dans des jeux, dans des chaînes de jeux, est-ce que, ma foi, c'est pas plus mal parce qu'il y a plus de gens qui connaissent telle religion ou qui connaissent Maria Montessori ou qui connaissent Jigoro Kano, donc c'est
le bilan est globalement positif, ou est-ce que c'est vraiment toujours vendre son âme? Voilà, c'est une question ouverte aussi. Mais... Oui, alors là, tu touches à beaucoup de points. Je pense que le détournement de la méthode que ce soit, alors tu dis à des fins religieuses, peut-être que le judo échappe quand même à ça, mais en tout cas à des fins commerciales, ça n'y échappe pas du tout. Donc quand tu parles d'adeptes à tout prix, on pourrait dans le système français remplacer par des licenciés à tout prix. Donc ça, ce sont effectivement des dérives que Patrick, par exemple, a bien montré dans son intervention le premier jour, et où finalement le discours qui est véhiculé par les pédagogues, par les gens qui réfléchissent vraiment, par les textes du fondateur, etc., vont être tout de suite repris, interprétés comme de superbes slogans marketing qui vont servir d'autres dessins, qui sont souvent des dessins évidemment beaucoup moins nobles, beaucoup moins généreux que les ambitions premières. Alors ça, c'est l'aspect négatif finalement du détournement. Mais moi, ce qui m'a beaucoup marqué dans les différentes interprétations, finalement, dans les différents récits d'expérience, et notamment sur les différentes interventions de hier après-midi que j'ai vraiment trouvé passionnantes. Et là, on a M. Dervaux qui est avec nous aussi. Je vais repartir là-dessus, par exemple. Pour moi, le code moral, c'est quelque chose avec lequel j'ai beaucoup de mal. C'est quelque chose que je regarde à distance, avec méfiance, pour différentes raisons. Mais par exemple, ce qu'il a montré de l'expérience, ce qu'il a transformé à partir de ça, c'est formidable. Et quand j'écoute, par exemple, les ceintures, l'utilisation qui a été faite des ceintures, quand j'ai entendu finalement différentes expériences, ou par exemple quand Valérie explique comment finalement le judo lui a construit sa posture d'enseignante en classe, ce genre de choses, je me dis, ce qui est extraordinaire, c'est que en fait, on va pas prendre l'ensemble, un peu comme ce qu'on disait à l'instant des discours scientifiques, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre l'ensemble d'un discours, on ne va pas prendre finalement même le contexte de quelque chose. On va s'emparer d'un mot, on va s'emparer d'un processus, on va s'emparer d'un bout de quelque chose, on va s'emparer d'une ceinture, on va s'emparer de ça, et on va le transformer dans l'outil dont on a besoin. Et alors, ce qui m'a marqué par-delà de ça, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, moi, quand je regarde, quand j'écoute les différentes interventions qu'on a eues, je me dis, en fait, je ne retrouve pas forcément, c'est-à-dire je le retrouve en regardant par un petit bout de serrure, finalement, le projet peut-être initial, mais en tout cas, ce qui en est fait bout par bout, souvent, ça devient assez génial, ou ça devient absolument abominable, comme Patrick l'a dit. Et ça me rappelle une réflexion que Rémi a eue après l'intervention de Christian Galland, où donc Rémi a dit ah mais c'est incroyable, je ne savais pas que les Japonais s'étaient autant intéressés aux pédagogues occidentaux, connaissaient aussi bien les discours des pédagogues occidentaux, parce que nous, quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'ils ont fait un truc japonais. Mais en fait, on pourrait dire exactement la même chose du judo. C'est-à-dire que ce que les Occidentaux ont fait du judo, c'est ce que les Occidentaux en ont compris. Alors, je pourrais dire autrement, ils ont pris dans le judo ce dont ils avaient besoin. On s'est tous emparés finalement. Et que ça, qu'on soit japonais ou qu'on soit occidental, on s'empare dans la tradition, dans l'héritage que l'on nous donne, on s'empare des outils dont on a besoin pour répondre au contexte
ou au problème qui est le nôtre finalement. D'accord, donc du coup, merci beaucoup pour cette réponse. Et c'est vrai que moi, enfin, je trouve que ça, c'est une question qui est importante, c'est-à-dire enfin, l'instrumentalisation n'est pas toujours mauvaise. C'est-à-dire, il peut y avoir une dimension, ça peut être fait avec de bonnes intentions et en connaissant un cadre dans lequel on évolue. Et ça peut être aussi ces phénomènes ce que tu décrivais en disant chaque culture ou chaque situation en fait s'empare de ce qu'il comprend et en fonction de problèmes que ça peut lui poser. Alors, ça m'amène sur une autre question, alors là, qui est vraiment où j'ai essayé de compiler des choses que j'ai entendues, hein, qui était, comment dire? Cette tension, entre, certaines choses qui vont pouvoir être valorisées au judo ou qui vont faire partie de la manière de fonctionner ou du décor, des choses comme ça. Par exemple, l'idée d'avoir un uniforme, ça a été cité ce matin. Là, ce que je vais dire, ça s'inspire beaucoup de ce que, Hiroshi Katananishi a dit ce matin, hein, quand il disait: «Il y a un uniforme». On en a parlé ensuite après, l'idée, par exemple, d'une prosternation devant une image, c'est quelque chose qui peut effectivement poser une question. L'idée d'une discipline où il faut d'abord accepter la discipline comme telle avant de pouvoir réfléchir dessus, d'une certaine manière. Et- Ou, me semble-t-il, mais là, discussion ouverte à tout le monde, hein, comment dire, c'est plutôt des choses qui sont globalement remises en cause dans les sociétés occidentales contemporaines, pour faire très simple. C'est-à-dire, c'est des choses par lesquelles on est passé et qui ont été, dans leur sphère respective, remises en cause. Donc, est-ce que, parce enfin, je ne sais pas très clair la manière dont je pose la question, mais parce que c'est très ouvert. Est-ce que c'est parce que le judo a une cohérence interne très forte qui peut arriver à résister sur ces points-là, ou ça peut continuer à faire sens, y compris pour des gens qui n'aimeraient pas du tout être en uniforme à l'école ou dans leur entreprise, de l'être quand ils sont au judo? Est-ce que c'est parce que il y a ce qui serait au contraire plus sombre, on se dit: «Oui, mais parce que ça a entre guillemets «un parfum d'exotisme», on peut se le permettre», parce que il y a cette médiation en fait qui fait ça. Voilà, comment est-ce qu'on peut appréhender cette question-là? Dernier point de cette question-là, en tant que personne qui travaille en Suisse, j'ai trouvé super intéressant le lien fait avec la question du service militaire, par Hiroshi, Katanishi. Parce qu'en Suisse, il y a ce côté spectaculaire que c'est un pays qui, comment dire, qui est pas vraiment belliciste, on ne peut pas dire ça, mais qui a réussi à donner complètement un autre sens au fait de maintenir un service militaire et dans l'idée que c'est avant tout, ils arrivent à le relier à la fois à leur démocratie participative, à la cohésion sociale, au fait que c'est une confédération, enfin, ils arrivent à relier ça à plein d'autres choses. Donc la manière dont le judo a réussi aussi même si dans le discours de Kano que tu as traduit, Kano assume que enfin, ça sert à se défendre, à blesser, à tuer, à pas être tué dans une situation de combat, arriver à donner complètement un autre sens en gardant un certain nombre d'éléments. Ne pas avoir à tout jeter pour, y compris être capable d'assumer un autre sens. Voilà. Merci. Alors, oui, j'ai beaucoup de choses à Ouais, dire je suis sur. désolé. Ah non, 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 c'est très bien. C'est très bien. J'ai beaucoup de choses à dire au regard de ce que tu viens de proposer. Mais peut-être avant, Patrick, tu voulais réagir à la question précédente? C'est ça? Je veux pas dénaturer la dispute, mais en fait, c'est ce que tu disais juste avant. C'est-à-dire que, si tu veux, le phénomène que tu as décrit comme s'emparer d'un petit bout, en fait, s'emparer d'un petit bout du projet, ça peut être les ceintures ou ça peut être, je sais pas, parce que c'est ce dont j'ai besoin dans mon projet à moi. Par exemple, développer mon petit commerce, dans mon club ou, avoir plus d'adhérents, par exemple, mais aussi motiver les gens d'une manière, constructive, pourquoi pas. Hem, alors je pense que, c'est aussi ce que dans le marketing on appelle la segmentation et le risque de ça, c'est la disparition du sens global du projet. Moi, c'est ce qui m'impressionne le plus, à l'heure d'aujourd'hui. C'est de voir qu'en fait, on est à fond, heu, entraîné par des dirigeants qui, eux, sont très inspirés par, les théories du marketing et donc le vertige que ça nous donne, c'est la disparition du sens du projet
La question pour moi, c'est celle que j'ai essayé de poser à la fin de mon intervention le premier jour, c'est pourquoi ça se passe comme ça et comment rétablir en fait le sens du projet, comment combattre ce phénomène pour que le projet judo ne disparaisse pas à jamais. Donc voilà, il me semble que dans cette dispute, ça fait partie d'eux. Et je suis très impressionné par ce qu'on pourrait appeler des signaux faibles en ce moment, des retours que j'ai du terrain, de gens qui me disent, j'ai un peu l'impression qu'ils expriment la même chose d'une autre façon. Ils disent, «Ah la sociologie du judo a changé». Quand je vais, voir le tournoi de Paris, j'ai à côté de moi des gens qui se disputent, qui se disent des choses très très désagréables à entendre, ils sont plus du tout sur, l'observation de est-ce que les judokas, expriment, le judo et cetera, mais certains pourraient en venir aux mains, parce qu'il y avait Shido ou il y avait pas Shido. Donc voilà, une autre manière en fait, une autre fenêtre par lequel, la disparition du projet, transparaît dans tout ça. Donc voilà, c'est ce que je voulais relever. Oui, ça, je- si j'oublie pas, je ferai le lien avec la question de Camille, euh, puisque la question de Camille, c'était finalement de se demander ce qui était justement valorisé, mais ça rejoint aussi un petit peu, donc quel est le projet finalement qui est derrière. Le, et le, alors, je pense qu'il y a plusieurs choses à prendre en compte. Manu disait tout à l'heure, il faut mettre en place le cadre de l'expérience. Donc, je pense que d'abord, ce qui est valorisé, si les gens acceptent donc de rentrer dans un dojo, de suivre les règles, etc., c'est parce qu'ils ont bien conscience que en fait, c'est un indispensable pour que l'expérience puisse avoir lieu. Parce que, comme on l'a dit, c'est quelque chose c'est une pratique qui est ritualisée. C'est une pratique qui a besoin d'être ritualisée, certes pour des raisons pédagogiques, peut-être, mais dans un premier cas, parce qu'en fait, on travaille avec des techniques qui sont dangereuses. Jeter quelqu'un par terre, lui faire un étranglement, faire une clé de bras, des choses comme ça, c'est pas quelque chose d'anodin. D'ailleurs, on le voit quand c'est pas contrôlé, quand quelqu'un est un peu voilà, impulsif, change un petit peu les choses, la blessure, elle arrive. Elle arrive même quand c'est bien ritualisé, hein, parce qu'on joue avec des choses qui sont dangereuses. Donc, on a besoin de la ritualisation pour que l'expérience puisse se faire, mais aussi pour que l'expérience puisse se faire, il ne faut pas qu'il y ait de blessure. Il ne faut pas que je me blesse, parce que sinon je tue mon expérience. Il ne faut pas que je blesse l'autre, parce que sinon je le prive de l'expérience. Donc, le côté ritualisé, le côté aussi observation, vigilance de l'enseignant, du responsable finalement de la pratique, c'est quelque chose d'essentiel. Mais moi, il y a quelque chose sur lequel aussi, alors, et je retiens aussi, tu parles donc d'exotisme. En France, on ne peut pas nier ça. C'est-à-dire, les maîtres qui nous ont précédés, notamment les maîtres japonais dans les années 50-60, ils ont beaucoup joué avec ça. Voilà, le côté maître asiatique, une sorte de sagesse, machin, etc. Et puis on s'habille comme ça parce que voilà, ça fait partie effectivement du truc. Hein, ça fait, voilà, on ne peut pas le nier, même si maintenant c'est devenu quelque chose de tellement commun quoi, que ça joue moins là-dessus. Mais ça a été aussi un des ressorts, effectivement. Alors moi, il y a quand même quelque chose sur lequel je voudrais revenir. Parce que Frédéric a utilisé le terme de prosternation. Et je connais la petite provocation qu'il y a derrière, mais pas seulement, c'est-à-dire que ça correspond effectivement, comme il le dit, à une réalité, à un problème qui se pose, puisque ça peut être perçu comme ça. J'ai entendu à plusieurs moments parler du salut, donc peut apparaître comme une prosternation. On n'a pas eu pour la petite capsule, pour des raisons techniques, sur le salut, mais moi, je voulais quand même revenir sur quelque chose, parce que ça a beaucoup été décrit comme quelque chose qui était une marque de respect. Mais en fait, moi, je ne suis pas sûr du tout, en fait.
D'abord, je commence par, ce que Frédéric a décrit comme la prosternation. D'abord, qu'est-ce qui se passe? Alors, il ne faut pas que j'oublie, après je reviendrai sur un autre détail. Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que dans les dojos français ou dans les dojos étrangers, c'est-à-dire étrangers au Japon, pourquoi est-ce qu'on a souvent la photo de Kano et qu'on ne l'a pas au Japon? Mais en fait, c'est parce que qu'est-ce que l'on fait quand on s'incline devant la photo de Kano? C'est pas un culte de la personnalité. C'est pas Kano, d'ailleurs, la plupart des temps, les gens ne le connaissent même pas. On s'incline, c'est-à-dire qu'on se met sous l'égide du projet qui nous est proposé, de la proposition qui nous est faite. Or, ailleurs qu'au Japon, on a besoin d'une image finalement pour se mettre sous cette idée du projet, parce qu'au au Japon, on n'en a pas besoin, parce qu'il y a le nom de la méthode. La méthode est déjà une invitation en elle-même. Judo, le principe d'adaptation, le domaine de l'adaptation. Déjà, c'est une invitation à la réflexion. Le fait de devoir s'incliner devant, de commencer et de finir la pratique devant l'image de quelqu'un qu'on ne connaît pas, c'est aussi une invitation. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi? C'est qui ce bonhomme? C'est donc une invitation à se mettre en route. C'est une invitation à aiguiser la curiosité. Au Japon, on n'en a pas besoin. Le nom de la méthode est là, et souvent le nom du dojo aussi. Parce que nous, on est dans la salle, je ne sais pas quoi, Mades France ou je ne sais pas quoi, parce que c'est la mairie qui nous a prêté la salle. Mais au Japon, en général, les dojos ont un nom, c'est-à-dire ils véhiculent aussi déjà un message derrière. On l'a dit, Kodokan, l'endroit où on étudie le principe. Voilà. Donc déjà, les petites incitations, les petits coups d'aiguille là pour nous mettre sur le chemin de la réflexion, ils sont présents différemment. Et maintenant, moi, je voudrais parler du salut. Alors, ce salut-là, il en fait partie, mais aussi du salut que l'on va faire entre tous les exercices, par exemple. Pour moi, moi je suis d'accord, c'est une forme, c'est accueillir l'autre, d'accord, mais c'est aussi accueillir la règle. C'est accueillir la règle, c'est-à-dire que quand je suis dans la société, quand je suis dans le dojo, je ne suis pas les mêmes règles. Donc, quand je salue en ouverture de ma séance, je vais accepter les règles. Quand je salue en début d'un exercice, c'est que j'accepte les règles de l'exercice et mon partenaire fait de même. Les règles du travail technique, les règles de l'uchikomi, du nagekomi, ce n'est pas les mêmes que celles du randori, comme ce ne sont pas les celles du kata. Ça veut dire que mutuellement, on accepte de rentrer dans un espace régulé qu'on accepte mutuellement, qu'on va respecter mutuellement, mais c'est donc ça. Et puis moi, il y a un autre élément qui m'intéresse plus finalement par rapport à ça. C'est l'idée de... et je trouve que c'est quelque chose que l'on voit très bien au moment des compétitions, et notamment au moment des grandes compétitions. Il y a ceux qui respectent avant le combat vraiment un salut profond, qui prennent le temps de ce salut-là, et on connaît même... Ça parlera peut-être par exemple à Muneta qui exagérait presque ce salut. Et puis d'autres qui font un vague hochement de tête là, puis qui se précipitent sur ça. Et pour moi, là, tout d'un coup, le salut, il prend sa valeur parce que on a envie d'en découdre. On est là, on a attendu cette finale pendant des années, on a travaillé pour ça, etc. Et puis là, il n'y a plus qu'un mec qui va nous empêcher de monter là, sur le podium. Là, on a envie de se le faire. Et pourtant, on s'arrête. On s'arrête et on a un temps de renoncement à l'action. Ça veut dire qu'on n'est plus dans la démonstration de l'instinct, on n'est plus dans l'impulsivité. L'instinct, l'impulsivité, c'est l'animal. Et comme nous le dit Elias, l'homme, c'est sans péché. Donc là, tout d'un coup, on prend le chemin de l'humain, de l'humanité, en renonçant à ce qu'on a envie de faire. Là, on veut y aller. Non, on prend ce temps de... Voilà, on renonce. Et pour moi, c'est tout d'un coup, ça veut dire que ce que je le fais en conscience. Si je le fais en conscience, c'est que je le fais en
en élevant l'humanité, finalement, justement au rang d'humanité, au rang d'humain, et plus en le sortant de sa condition d'animal. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est aussi important. Et puis, je pense aussi que si les gens acceptent les règles dans le dojo, si finalement, même si j'ai vu des contre-exemples, hein, en général, une séance ne déborde pas, c'est encore une fois parce qu'il y a toujours cette démonstration que la promesse va être réalisée. La promesse qu'on vous fait, c'est que si vous suivez les règles, à ce moment-là, vous irez vers l'efficace que vous êtes venu chercher. Si ça n'existe plus, alors c'est l'ouverture à tout ce que l'on veut. Mais tant que c'est démontré, tant qu'on peut constater que la pratique mène vers l'efficacité qui nous est promise, à ce moment-là, oui, soit on suit, soit on va faire autre chose. Je ne sais pas si j'ai tout repris. Et... Non, mais merci beaucoup. Et ça, comment dire, ça me permet de clarifier même un des motifs d'étonnement, de réflexion qui suscitait ma question, qui était que, alors je vais revenir sur Tocqueville parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais Tocqueville dit que la marche, dans sa conception, la démocratisation et l'égalisation des conditions, ça passe parce que lui va appeler le désencombrement des formes. C'est-à-dire toutes les choses qui sont ritualisées, formelles, on va avoir de moins en moins tendance à leur donner du sens parce qu'on considère que c'est un peu un obstacle à l'égalité, en fait, d'une certaine manière. Ce qui peut à la fois on peut analyser comme ça le changement dans la manière des processus de deuil, par exemple, le fait de moins afficher dans la rue la mort, de mettre du noir aux fenêtres, de porter le deuil sur soi. Ça peut être dans des manières de symboliser la posture d'autorité, enfin, dans un grand nombre de domaines. Et effectivement, sans que ce soit, me semble-t-il, au service d'un projet aristocratique, explicitement hiérarchique, ça résiste quand même beaucoup mieux, de ce que j'entends, dans le cadre du judo que dans d'autres cadres. Et ça recoupe aussi, me semble-t-il, quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure, qui est l'idée de la sociologie des pratiquants. Est-ce que, puisque tu l'avais dit dans ta conférence d'introduction, Kano lui-même, c'est l'élite de l'élite de l'élite intellectuellement au Japon à ce moment-là, est-ce qu'un certain nombre de choses, non, pour le dire autrement, est-ce qu'un certain nombre de choses de l'ambiance du judo ont tenu à la sociologie particulière de ces pratiquants pendant longtemps, ou est-ce que, indépendamment de changements sociologiques, c'est des choses aussi qui peuvent tenir? Je prends un exemple auquel je me suis un peu intéressé. Les codes de l'alpinisme de l'époque où c'était Mallory ou des gens comme ça sont arrivés dans les années 80, des choses qui leur ont dit, bon, ces trucs-là, ça marche entre lords anglais qui sortent de Cambridge, mais nous, on ne s'y reconnaît pas. Voilà. Donc, est-ce que cette ambiance particulière passe l'épreuve d'un changement sociologique ou pas? C'est un enjeu. C'est clairement un enjeu, surtout quand la forme peut être confondue avec d'autres types de rituels dans un autre cadre. Là encore, je pense que alors je vais peut-être être taxé d'optimiste. C'est-à-dire que je pense que je pense que enfin, moi, ça me fait toujours penser à une phrase du philosophe Alain, c'est-à-dire que l'élève a besoin qu'on l'élève. C'est-à-dire que le but du pédagogue, finalement, ça va être d'élever l'élève. Et je pense que les enfants, je pense que même les adultes sont intelligents. C'est-à-dire que s'ils sentent que le projet qu'on leur propose, c'est quelque chose qui va les élever, à ce moment-là, ils peuvent être réceptifs. Pas forcément à la forme, parce qu'effectivement, il y a aussi des codes sociaux qu'on ne veut pas pour différentes raisons épouser ou des choses comme ça. Mais je pense que globalement, s'ils sentent que la personne en face, elle n'est pas là pour obtenir quelque chose d'eux ou je ne sais quoi, mais pour leur donner les moyens finalement de nourrir
leurs racines et qu'ils poussent mieux, qu'ils s'élèvent, je pense qu'on gagne le fait qu'ils deviennent réceptifs en fait, à ça. Il y avait un autre truc que je voulais dire qui vient de m'échapper, je suis désolé. Ça va peut-être me revenir. Mais ça, alors merci pour cette réaction. Je continue à pousser un peu dans ce sens-là pour justifier aussi le titre dispute, même si c'est voilà, le but c'est de faire avancer. Justement, quand on s'intéresse un petit peu à ce terme d'élève, par exemple, si on prend la manière dont quelqu'un comme Jules Ferry en France va l'utiliser ou quelqu'un comme Durkheim, en fait, il y a deux idées qui sont extrêmement importantes pour justifier cette idée d'élévation, dont on peut discuter à l'infini du point auquel elles sont d'inspiration religieuse ou pas, mais premièrement, il y a l'idée que l'homme a une nature morale, sui generis, qui est là, et qu'il appartient à l'éducation de l'accomplir. Donc, c'est à la fois, il y a cette part de naturalisme sur la nature morale et l'idée qu'elle doit être cultivée. Voilà. Donc, ça, c'est l'élévation au sens presque, on dirait, growth en anglais. Et il y a aussi l'idée, d'une certaine manière, d'échelle de perfection qu'on peut retrouver tout aussi bien dans les éthiques vertuistes comme celle d'Aristote que dans d'autres dimensions. Et que, premièrement, on peut arriver à définir cette échelle de perfection et à juger de la progression des gens sur cette échelle. Le truc, c'est que ça fait signe vers deux concepts en philosophie politique et morale super importants, et je vais rester surtout sur le deuxième, qui est le perfectionnisme, dont justement un certain nombre de théoriciens politiques et moraux contemporains, je vais citer que John Rawls, mais il y en a bien d'autres, disent que la difficulté particulière de ce qu'on a à faire aujourd'hui en Occident, c'est que, entre guillemets, le fonctionnement collectif ne s'autorise plus, enfin ne peut plus fonctionner sur des choses comme ça. C'est-à-dire, on est sur l'idée que, bah oui, personne n'a de modèle de perfection et n'est autorisé, général et n'est autorisé à le prôner. Il y a un pluralisme raisonnable, dit Rawls, là-dessus, et ce qui va sembler parfait à d'autres, à certains va sembler imparfait à d'autres, et il est beaucoup plus dur, en fait, d'assumer ça. Et moi, depuis le début du colloque, ce qui m'impressionne beaucoup, je le dis comme ça, c'est, me semble-t-il, la capacité du judo à, comment dire, à maintenir avec des problèmes, avec tout, mais d'une manière, avec des points positifs aussi, on va le dire comme ça, ces idées-là, dans un cadre précis, qui n'est pas toute la société, qui est un cadre ritualisé, mais en gros, ça se porte plutôt bien dans un cadre où les autres régimes de sens qui ont la prétention de faire ça se portent quand même plutôt mal. Voilà, donc c'était une remarque, c'est pour pousser un peu cette idée-là. L'idée de la perfection, en fait, elle n'est pas du tout… Toute la pensée de l'éducation chez Alain, chez Kant, chez Hannah Arendt, est basée sur cette idée-là, mais c'est une idée qui est plus si évidente à défendre comme telle aujourd'hui. Voilà. Oui, alors je vais répondre à ta question et d'abord, et j'ai retrouvé ce que je voulais dire avant. Alors, je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre les choses, mais en tout cas, je pense, enfin, je vais commencer par la fin d'une certaine manière, parce que tu viens de dire pourquoi est-ce que ça résiste peut-être mieux que d'autres systèmes de sens. Ben, en français, on a une expression qui est j'ai été touché par. Donc, un pédagogue, un enseignant, les propos de quelqu'un, etc., c'est quelqu'un qui m'a touché, j'ai été touché par ses mots, j'ai été touché par… Et c'est ça qui m'a ébranlé, c'est ça qui m'a ému. Donc, ému, c'est ce qui m'a mis en mouvement. Donc, en judo, ben, en fait, on est touché. Et ça a été très bien été dit par l'expérience que Manu a décrite tout à l'heure, que Valérie a décrite elle aussi. C'est-à-dire que, bah, oui, une fois que, ou Fredo aussi l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que bah, quand on a été touché, quand on a ressenti ça, quand quelqu'un nous a posé les mains dessus et que finalement on s'est retrouvé sous son emprise d'une certaine manière pendant un temps donné, dont on est libéré après, parce que bah oui, là, il y a un truc qui passe par le corps, qui passe par l'expérience du corps, et c'est très difficile de mettre des mots dessus, et on passe une vie à essayer de retrouver cette sensation, cet élément, ou de la comprendre. Donc, je pense que
si ce système-là, il fonctionne, c'est d'abord parce qu'il nous touche par ce qu'il y a de plus profond, car il nous touche par, par la peau, par la chair, et que par là, oui, il y a quelque chose, il y a un étonnement premier qu'il faut réussir à envisager, dont il faut réussir à s'emparer. Et je pense que ce qui nous aide aussi, c'est un élément que tu as donné avant et dont je ne m'étais pas emparé tout de suite, c'est aussi le fait d'être… parce que j'ai l'impression que pour les non-judokas, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup de rituels en judo. Mais en fait, il n'y en a pas. À part justement ce salut, à part le fait qu'effectivement, on se salue, on salue avant, on salue après, que la séance, mais à l'intérieur, donc avant et après chaque exercice. Globalement, c'est le seul vrai rituel du judo. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, il y a quelque chose, c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple. Et c'est pour ça que ça peut toucher absolument toutes les catégories sociales. Parce que c'est pour ça que je reviens sur l'uniforme, ce que tu as évoqué tout à l'heure. Ça fait partie de… Le judogi, c'est la pièce de tissu la plus simple possible. Et finalement, on est habillé de rien. C'est-à-dire, et comme l'a dit aussi Valérie, dans la vie, on passe son temps à mettre des masques, etc. Bah, là, on ne met pas de masque. C'est-à-dire que le judo, c'est se battre nu, c'est-à-dire à visage découvert. Juste, moi, quand j'étais étudiant au Japon, je travaillais au McDo. Et un jour, j'ai fini par comprendre qu'il y avait un mec qui me faisait des choses pas très sympas, qui me savonnait souvent la planche ou des trucs comme ça, mais j'ai mis du temps à comprendre que c'était ce gars-là. Et ce gars-là, c'était un gars que je croisais régulièrement à l'université parce que moi, j'étais dans le club de judo et lui, il était dans le club de kendo. Et ma première réflexion, ça a été de me dire, mais je n'aurais pas vu ça d'un judoka. Parce qu'un judoka, ça n'avance pas masqué. Et le kendoka, il est, alors je ne veux pas me fâcher avec tous les kendoka du groupe, hein, mais le kendoka, il est derrière son masque, en fait. On ne voit pas son visage quand on le combat. Mais en judo, c'est comme le joueur d'échecs. Le joueur d'échecs, on voit, non seulement on voit son visage, mais on voit le coup qu'il est en train de jouer. Ce n'est pas pour ça qu'on est capable de lire complètement son intention, mais il la dévoile pourtant. À nous d'être capable de la lire ou pas. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que le judo, c'est se tenir droit avec une pièce de tissu qui en plus permet à l'autre de me jeter par terre. Donc, en fait, c'est très simple. Et les règles, à part effectivement ne pas mordre, ne pas blesser l'autre, voilà, tout le monde peut les comprendre tout de suite. Donc, je pense qu'il y a la simplicité du rituel, contrairement peut-être à ce qui vous apparaît, une grande rigueur dans ce rituel, mais en fait une grande simplicité qui permet en fait à chacun de se mettre en mouvement, d'être tout de suite mis en mouvement. Alors, je suis désolé, hein, c'est vrai que l'usage que j'ai fait du mot rituel était un peu extensif. Quand je disais rituel, j'entendais d'une certaine manière tout ce qui touche les coutumes et les costumes, et plus en raison de leur prégnance qu'en raison de leur exacerbation, enfin, ou de leur quantité. Voilà, mais c'est pour ça que c'était un petit peu que ça pouvait prêter à confusion. Alors, je m'empare de l'anecdote sur le McDonald's pour placer quelque chose que je tenais absolument à placer. Je dis tout de suite, là c'est pas de la dispute, c'est juste l'envie d'en apprendre en fait par quelqu'un qui va pouvoir nous en apprendre en soulevant un point. Hiroshi Katanishi, tout à l'heure, a eu une formule que j'ai notée et que j'ai trouvée super. Il dit, voilà, moi, j'ai fait du judo, mais avant, je faisais plutôt du baseball. Et, et du coup, phénomène intéressant, le baseball, parce que c'est quand même le sport iconique d'une culture qui a la capacité à s'étendre sur la planète, mais pas… il n'y a pas tant d'endroits où le baseball s'est implanté d'ailleurs. Mais du coup, ma question, elle n'est pas celle-là, elle est plutôt là vraiment, si tu pouvais nous dire quelques mots sur la manière dont cette concurrence ou cette coexistence entre les deux sports, judo et baseball, se vit au Japon depuis 1945.
Et à travers, forcément, il en ressortira, même s'il faudrait 3 heures ou plus pour que tu nous fasses une conférence là-dessus, la compénétration, rivalité des deux cultures, en fait, l'américanisation à la fois présente, à la fois potentiellement conflictuelle, enfin voilà. Voilà, comment les deux cohabitent. Est-ce qu'il y a, par exemple, on est baseball ou on est judo, comme on est démocrate ou républicain en politique, voilà, des choses comme ça. Euh, alors, alors, effectivement, comme tu le dis, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et effectivement, le baseball s'est beaucoup implanté au Japon. Et l'a fait très tôt. L'a fait très tôt, puisque comme on le disait avant-hier, donc en fait, le Japon a fait venir beaucoup d'Occidentaux et notamment d'Américains donc dans les années 1870, et que ces gens-là qui s'ennuyaient quand ils n'étaient pas en train de faire la mission pour laquelle ils étaient là, et entre eux, il y avait des clubs d'étrangers, ils jouaient comme ils le faisaient chez eux, et notamment ils jouaient avec une balle un gant de baseball, et les Japonais, ça les a intéressés, les jeunes, et tout de suite ils s'en sont emparés. Les premiers clubs de baseball, c'est les années 1875, et dès 1890, on a des clubs scolaires de baseball. Et ce qui est intéressant, c'est là, il y a beaucoup d'études là-dessus, c'est la façon dont ils s'emparent du baseball. D'abord, c'est ludique, c'est rigolo, et puis c'est un truc occidental, c'est exotique là pour le coup, à l'inverse. Et puis c'est leurs professeurs étrangers qui leur ont montré, alors c'est encore plus valorisant, etc. Mais ce qui est marrant, c'est la façon dont effectivement très vite ces clubs de baseball vont se japoniser. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont complètement transformer le jeu en une sorte de mini-société où chacun doit faire sa part. Et donc, en fait, la notion d'équipe et je suis un rouage de la société, je suis un rouage de l'équipe, je suis donc un rouage de la société. Et donc, élever mes compétences techniques, c'est faire profiter à l'équipe et donc à la société de mes compétences. En fait, ça a été, c'est-à-dire que le discours finalement que Kano, un discours assez proche de ce que tient Kano, va être complètement intégré aux valeurs du baseball dès le début du XXe siècle, voire même dès la fin du XIXe siècle. Donc, il y a une sorte d'appropriation. Il s'empare des règles, il s'empare de la technique, etc. Mais c'est une coquille, et dans cette coquille, c'est un véhicule qui va véhiculer non plus juste le jeu américain d'origine, mais les attentes de la société japonaise de cette époque. Alors, oui, peut-être qu'un peu d'un point de vue, comme tu l'as résumé, on est un peu du côté judo ou du côté baseball, mais de mon expérience, la plupart des judokas suivent au Japon, suivent très attentivement les résultats du baseball. De toute façon, c'est très difficile d'y échapper, et ils ont tous leur équipe préférée, etc. Il faut voir qu'au Japon, le baseball, c'est un peu comme le foot ou le rugby chez nous. Donc, même si on n'en fait pas, tout le monde a connaît les clubs, connaît les joueurs, ce genre de choses. Je reviens juste un petit peu sur un autre élément qui rejoint ce que tu avais dit avant, mais qui rejoint aussi quelque chose sur laquelle Sébastien Pesquet avait réagi. Il y a aussi le fait, pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que la cohésion, elle est maintenue finalement peut-être dans le dojo. Et là encore, j'idéalise. J'ai bien conscience d'idéaliser et qu'on peut trouver très facilement des contre-exemples.
Mais c'est parce qu'il y a aussi une incarnation de la méthode. Et de la part du professeur, de la part des aînés, qui se fait, et je disais hier en réponse à Christian Galland qui disait finalement, Kano, oui, on lui connaît des grands principes, mais finalement, il n'a jamais décrit comment l'enseignant il devait se tenir dans la classe. Il n'a jamais donné finalement une vision pédagogique très pratique. Ça m'amusait ce qui a été dit sur Montessori tout à l'heure. C'est pareil, c'est-à-dire que voilà. Et, euh, et, euh, et effectivement, c'est-à-dire que ce qui semble passer dans l'idée de Kano, c'est que en fait, il suffit d'une certaine manière d'être modèle. Donc, il faut que l'enseignant incarne la méthode. L'enseignant de judo, il doit incarner le judo. L'élève qui rentre, que ce soit un adulte, que ce soit un enfant, ce qu'il voit, ce n'est pas le professeur, c'est le judo incarné. Et finalement, l'enseignant dans la salle de classe, il doit incarner ce qu'est l'enseignant. Et finalement, quand on est dans la société, on doit incarner l'homme de cette société. C'est-à-dire que un peu, je crois que c'est Yolande qui en parlait hier, dans la philosophie antique, comme donc Pierre Hadot qui décrit ça. La philosophie, c'est pas une élucubration intellectuelle, je reprends un terme qui va faire à Jérémy. C'est la façon dont on habite les choses, la façon dont on les vit, la façon dont on les incarne. Et je crois que vraiment la valeur, s'il y a encore finalement quelque chose qui peut nous noter, à part le fait d'être finalement touché physiquement, etc., il y a le fait que l'enseignant il est cohérent avec le message qu'il véhicule. Et ce n'est pas son érudition, c'est le fait qu'il incarne les choses, son discours, justement. Le discours qui vient peut-être qu'après, justement. Le corps parle. Le corps, l'attitude, la posture parle avant les mots. Et quand il y a des mots, ils sont en cohérence avec la posture. Merci beaucoup. Alors, une toute petite réflexion avant de poser une autre question, qui change un peu qui part dans une autre direction, mais je trouve ça d'autant plus intéressant qu'en fait, aux États-Unis, le baseball est le sport par lequel l'approche statistique du sport est rentrée en fait dans le sport pro très largement. Où il y avait justement exactement le processus inverse de ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire le fait de dire si on voit un corps global, si on voit Babe Ruth ou Joey DiMaggio en train de battre, en fait, on ne comprend pas le baseball, il faut tout décomposer ça en secondes, millisecondes, yards, miles, vitesse, et donc il faut savoir qu'on a 73,8% de chance quand on a un batteur qui fait 2 cm de plus que le type qui reçoit à la 58e minute de marquer un point. Voilà. Et il y a eu vraiment cette espèce d'extrême fragmentation du jeu en micro-stats où il peut y avoir des milliers de stats pour chaque joueur. Sur l'approche du baseball, où là, c'est vraiment la dimension inverse, plutôt que l'incarnation un peu holistique, des principes et de la pratique dans une personne. Dernière question, alors qui est, pour le coup, là, c'est une passe décisive plus qu'autre chose, mais Michel a soulevé tout à l'heure les questions de genre. On n'en a pas tellement reparlé. Et du coup, ça serait ma dernière question, vu l'heure qu'il est. Comment est-ce que, de ton point de vue, le judo, avec son histoire et tel qu'il est aujourd'hui, peut ou ne peut pas prendre ce tournant qui, de manière générale, questionne la société aujourd'hui, qu'on peut dire soit de l'inclusivité de genre, de la remise en cause des inégalités ou des injustices ou des discriminations liées au genre. Comment est-ce que, voilà un peu un panorama, comment le judo se présente face à cette question vive là aujourd'hui. Et ça sera ma dernière question qui est pas la mienne en fait, mais qui est une passe décisive de questions.
Écoute, merci, ça va me permettre d'aller vers justement quelque chose que j'avais, qui m'a marqué tout au long de ce colloque, que je n'avais pas perçu avant, sur lequel plus exactement, je n'avais pas réussi à mettre des mots, donc j'essaierai après de mettre des mots dessus. Je pense que, par exemple, on a eu au tout début là, de cette matinée l'intervention donc, de Noriko Mizoguchi qui parlait du judo et des femmes. C'est amusant qu'elle en parle comme étant l'idéal même de Kano. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, connaissant la démarche historique et comment il en est arrivé à mettre les femmes, puis ensuite les enfants, à les accepter dans sa méthode, c'est qu'il y avait une sorte de volonté de vérifier si les principes qu'il avait établis, si la méthode qu'il avait établie était véritablement universelle. C'est-à-dire que si ça marchait sur les hommes, on pourrait peut-être en parler, mais si ça marchait sur les hommes japonais, sur tous les hommes japonais, ou une grosse partie des hommes japonais, c'était déjà pas mal. Si ça marchait en plus sur les hommes étrangers, c'était déjà pas mal. Mais alors, si ça marchait sur les femmes, c'est que vraiment on commençait à toucher à l'universel. Et si ça marchait en plus sur les enfants, alors là, a priori, c'est qu'il n'y avait plus d'obstacle à quoi que ce soit. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on se base sur c'est-à-dire c'est toujours pareil, c'est un peu ce que je voulais dire aussi dans les réponses à dans la réflexion que j'avais eue après l'intervention de Patrick jeudi, c'est-à-dire que on nous propose déjà qu'une partie de l'activité et en plus, on ampute la méthode au fur et à mesure. Donc, je pense que tant qu'on reste on se repose toujours la question de qu'est-ce qui est essentiel dans la méthode pour que justement les conditions de l'expérience soient toujours proposées et qu'on reste sur des principes simples, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est humain, quel que soit notre genre, notre âge, notre culture d'origine, etc., eh bien, on a tous un corps et qu'à travers de ce corps, on va véhiculer finalement une capacité à vivre ensemble, une éthique en mouvement, en fait, tout simplement. À ce moment-là, le judo peut apporter ça parce que le problème qu'il y a, à mon sens, c'est que et on l'entend, on l'a entendu, hein, même sur ce colloque, dans ces débats. Moi, ce qui me frappe absolument, c'est la façon dont le sport a absolument confisqué toute pensée du corps. On ne voit plus le corps que comme un objet sportif, ou alors c'est la médecine qui nous confisque le corps d'une autre façon. C'est-à-dire que le corps n'est plus ce média à l'autre. Et le judo, ce que le judo nous propose, c'est justement que le corps, ce soit un lien à soi d'abord, mais un lien au monde. On a tous un corps, a priori. Donc, à partir du moment où on a un corps, les principes, ils fonctionnent. Encore une fois, quel que soit notre arrière-plan socio-culturel, notre sexe, etc. Donc, je pense que le judo peut répondre absolument aux défis de la société actuelle. Comme on l'a dit le premier jour, le judo, c'est né d'une période très conflictuelle, très compliquée. Et c'était justement pour trouver des prises dans un monde en perpétuel changement. Donc, si le judo a été capable dans ces moments-là, c'est que le judo il est capable aussi aujourd'hui, à partir du moment où la méthode est respectée, qu'on se pose toujours la question de savoir si oui ou non on est capable de maintenir le cadre de l'expérience et qu'on conserve notre posture. On ne cède pas aux sirènes du marketing, de se comparer avec, et finalement, est-ce que le judoka, est-ce que Teddy Riner, il est plus fort que Superman? Voilà, c'est-à-dire que tant qu'on reste sur nos bases, qui est de proposer un rapport au monde au travers d'une expérience du corps, là, je pense qu'on reste sur des choses qui nous permettent de répondre à tous les défis de la société avec modestie, c'est-à-dire avec la posture qui est la nôtre, savoir rester droit, savoir être mobile, accueillir l'autre,
savoir donc réagir, s'adapter, mettre à notre profit et donc au profit de la société le mouvement qui est en train de se créer et qu'on va savoir lire par l'expérience, par les méthodes qui nous sont données. Et puis, parce que je vois qu'effectivement, le temps passe et tu m'as déjà prévenu qu'il fallait que ce soit la dernière question, mais je pense que ça va assez bien là-dedans. Moi, ce qui m'a frappé donc, dans les débats, c'est que j'avais la sensation sur beaucoup de prises de parole qu'il y avait une très très forte tentation, voire que ça nous rassurerait quand même beaucoup que Kano il se soit appuyé sur de la pensée occidentale. Que voilà, donc il est allé chercher chez machin, il est allé chercher chez un tel, il est allé chercher chez machin, etc. Et que finalement, bon, il ne veut pas le dire, mais en fait, il nous a tout piqué. Et moi, je trouve ça assez fascinant parce que, en fait, je me dis, est-ce qu'on n'est pas en pleine démonstration de notre occidentalocentrisme? C'est-à-dire que si je regarde la démarche de Kano, je ne sous-estime pas, je les étudie beaucoup, donc je ne sous-estime pas les différentes influences qu'il peut avoir, mais je parle de la démarche. La démarche, c'est justement de se débarrasser de tous les aspects qui peuvent être des aspects culturels, religieux, politiques, idéologiques, pour aller au maximum vers ce que lui, il appelle la rationalité ou le pragmatisme, c'est-à-dire de ne donner à l'homme, encore une fois, l'homme qui peut être une femme, mais qui peut être aussi bien occidental que japonais, des choses qu'il ne peut pas réfuter. Il ne peut pas les réfuter parce que c'est l'expérience qui lui est donnée à vivre. Donc, en fait, il a passé sa vie à essayer d'avoir une démarche la plus rationnelle possible, d'épurer au maximum les choses. Et l'impression que j'ai, c'est qu'on ne reconnaît pas à un homme d'une autre culture que notre culture occidentale ce droit à cette démarche d'une rationalité qui se veuille détacher d'autre chose que son humanité. Comme si forcément, parce qu'il était japonais, il ne pouvait pas faire abstraction du milieu japonais et que c'est parce qu'on est venu de l'Occident lui donner des trucs qu'il a pu finalement s'en affranchir. Je ne crois pas à ça. Je pense que c'est un biais, biais. Et on ne le ferait pas avec nous. On peut dire tel philosophe, oui, il a pensé ça parce que c'est aussi le système français, ou parce que c'est un philosophe allemand, donc il y a l'école allemande, ou parce que, etc. Mais globalement, on accorde à Descartes, à Kant, etc., une pensée originale en elle-même. Pourquoi est-ce qu'on n'accorde pas à Nishida, à Kano, etc., une pensée originale, même si évidemment nourrie d'influence? Alors, merci vraiment beaucoup pour cette réponse. Alors, je suis vraiment désolé de voir le chronomètre tourner, donc je vais me permettre de rebondir en 1 minute sur ce que tu as dit et puis de faire un teasing rapidement sur une chose que tu as dit par rapport au colloque suivant, et après je repasse la parole à Rémi. Je pense effectivement que ça, c'est une vraie question, ce que tu as soulevé. Pour ceux que ça peut intéresser, il y a le dernier bouquin d'Albert Augien qui traite cette question du rapport au particularisme et à l'universel aujourd'hui, où il dit en fait, effectivement, l'universalisme peut être le masque de l'impérialisme, mais pas tout le temps. Il l'est quand on pense que celui qui parle, la culture qui parle, a comme particularité d'avoir le monopole de l'universel, et que donc si les autres y arrivent, c'est parce qu'ils ont pris modèle sur lui ou qu'ils vont bientôt y arriver, et que si à l'inverse, on pense que tout le monde peut le faire, et qu'on reconnaît une pensée originale à Kano ou à Nishida, comme à Kant ou à Descartes, là, c'est une manière de faire prévaloir de l'universel humain sans l'impérialisme qui va avec. Voilà. Donc,
Ça me semble aller dans ce sens-là. Oui, tu l'as mieux dit que moi, mais c'est ça que je voulais dire. Non, mais je ne l'ai pas mieux dit, je l'ai dit différemment à partir de cet auteur-là qui a fait une réflexion plus générale. Et l'autre point, c'est que, me semble-t-il, cette idée, historiquement, l'idée que les différences du corps divisent plus qu'elles rassemblent, que ce n'est pas par là qu'on va aller à l'universel, c'est quelque chose d'extrêmement présent à la fois dans les rapports de genre ou dans toute la construction du racisme, des choses comme ça. Et moi, je trouve extrêmement intéressant cette idée que tu as très bien dite sur Kano, qui est que puisqu'on a tous un corps, eh ben, c'est un véhicule par lequel on peut s'élever à ça. Et à ma connaissance, d'une manière intéressante, un autre penseur qui a fait ça, c'est Mauss, dont on parlera dans le prochain colloque, sur les techniques du corps, puisque son idée de devoir apprivoiser comment dire, euh, la tentation, l'unité sociale et la conversation des esprits par-delà la désunion des corps, et le fait qu'on doit apprivoiser son corps et que c'est une expérience universelle, pour lui, c'est un invariant anthropologique qui permet de penser le type d'anthropologie que lui, il essayait de faire. Donc, voilà, j'ai terminé mon teasing et je me tais. Merci beaucoup, Yves, encore infiniment. Juste pour, parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire après, juste pour prendre une minute pour vous remercier pour l'organisation de ce colloque. Ça fait longtemps que je travaille sur les études de Kano et que je vais sur les rares séminaires ou colloques que je peux avoir, et notamment au Japon. Et j'ai rarement trouvé j'ai même jamais trouvé en fait, une telle qualité de débat et d'approche différente. Donc, merci beaucoup pour cette initiative. Merci beaucoup de m'y avoir invité pour élaborer ce projet-là.